Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes ou de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Hello les Frenchies! Quel bonheur pour moi de recommencer à vous faire voyager depuis chez vous. Je vous remercie pour tous vos messages et vos partages cet été et d'avoir été au rendez-vous ce week-end pour faire voyager Géraldine et son témoignage sur le 11 septembre 2001. Vous avez fait exploser le compteur de commentaires, de partages, mais surtout d'écoute, alors merci du fond du cœur. Je tenais aussi à souhaiter encore une fois la bienvenue à tous les auditeurs arrivés ces dernières 48 heures grâce à la voix de Géraldine qui a voyagé jusqu'à leurs oreilles. En ce lundi 13 septembre où tout le monde commence à prendre le rythme de cette nouvelle rentrée, j'ai tout simplement eu envie de prolonger l'été encore un peu avec un récit d'évasion et de contrées lointaines à bord d'un voilier. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour écouter le récit touchant d'un père et de sa fille qui reviennent sur cette vie en mer et cette enfance pleine d'insouciance et de liberté que Denis a voulu offrir à ses 3 enfants. On remonte le temps et on se plonge dans la fin des années 90, à une époque où on entendait encore trop peu d'histoires de personnes qui ont tout quitté pour partir naviguer en mer. Denis et sa fille Maëva nous racontent le plaisir d'être en mer en famille, ce sentiment de liberté indescriptible et ce sentiment de ne faire plus qu'un avec les éléments. Maëva nous livre son ressenti sur son enfance loin des schémas classiques et des liens forts qui se sont tissés entre elle et sa fratrie grâce à ces années d'exploration en famille sur leur voilier aux 4 coins du monde. Je vous souhaite une très belle écoute de ce témoignage plein d'émotions et de beaux souvenirs iodés. Hello Denis, hello Maëva. Salut Adèle. Bonjour Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci. Merci. Bon ça me fait super plaisir de vous avoir dans le podcast tous les deux pour nous raconter cette enfance Maëva que tu as eue dans une famille de globetrotters. C'est ça. Beaucoup de voyages en bateau et puis voyages en sac à dos, Oui. etc. Exactement, et nous on va un peu se focus sur le voyage en bateau, c'est vraiment un sujet qui plaît énormément. Ouais. J'ai fait qu'un seul épisode pour l'instant sur les voyages en bateau et voilà, il avait eu vraiment un très 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 gros succès. Donc voilà, je suis ravie de réitérer et puis cette fois-ci en plus avec un point de vue différent puisque Maëva t'es grande donc tu vas pouvoir nous dire vraiment tout ce que ça t'a apporté alors que le premier épisode que j'avais fait c'était avec une famille avec des enfants qui étaient encore assez petits donc on n'a pas forcément le recul de ce que les enfants ont vraiment pensé à part c'est trop chouette de se baigner tout le temps ou des choses comme ça quoi. C'est sûr. Donc du coup je vais vous proposer de commencer par vous présenter pour les auditeurs. Donc, chacun à votre tour, me donner votre prénom, votre âge, la ville d'où vous venez et puis me dire en quelques mots votre parcours professionnel. Donc, moi, je m'appelle Denis de Freitas. Donc, j'étais douanier pendant toute ma carrière. Je suis retraité maintenant des douanes. Voilà, j'ai 67 ans. J'ai eu une carrière professionnelle assez particulière puisque j'ai passé 18 ans hors de métropole, entre les départements outre-mer et la Corse. Durant toutes mes années professionnelles, j'ai passé toutes mes vacances à voyager. Donc, depuis l'âge de 20 ans, je parcours un petit peu la planète en sac à dos. Donc, je suis le papa de Maëva, qui a aussi un autre frère et une sœur, qui a aussi beaucoup navigué avec nous. Une fratrie de 3. Alors moi, c'est Maëva, donc oui, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. J'ai 28 ans. Alors, je suis née en Charente-Maritime, à Saintes, mais j'y ai vécu 2 semaines. Et ensuite, on a beaucoup bougé, donc j'ai pas vraiment d'endroit d'où je dis que je suis originaire. C'est plutôt la Martinique parce que c'est là qu'on a passé le plus de temps. Et puis voilà, sinon je suis archéologue. Ok, super. Ok. Ouais.
Et du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler vraiment de votre background voyage. On va commencer par Denis, du coup, puisque toi, ta passion du voyage, j'imagine qu'elle découle un peu de tout ce que tes parents ont Ouais. fait comme voyage et dans lesquels ils t'ont embarqué. Donc, Denis, d'où est-ce que te vient la passion du voyage, toi? Comment est-ce que tu as découvert ça? Comment est-ce que tu es tombé dedans? Alors moi, la passion du voyage, elle m'est venue à partir de 20 ans. J'ai commencé, d'abord déjà, quand j'étais gamin, à 16 ans, je parcourais les Pyrénées en mobilette avec des copains. Donc on partait pendant 15 jours, 3 semaines, Ah, donc avec 40 francs en poche et on se débrouillait avec ça, quoi. Donc j'ai toujours eu envie de parcourir, d'aller ailleurs, quoi. Et puis à partir de 20 ans, j'ai commencé un petit peu à voyager en Europe un petit peu. Et quand je suis rentré dans l'administration, après, donc j'ai commencé à voyager un petit peu à l'étranger. Donc j'ai commencé par l'Afrique du Nord. Puis après, un peu plus tard, je suis parti avec mon sac à dos en Asie. Donc j'ai parcouru pratiquement toute l'Asie en sac à dos, quoi. Voilà, donc après, ah ouais, dis donc. pendant 20 ans, j'ai pratiqué ce genre de voyage, quoi. Sac à dos. À une époque, j'avais pas trop d'argent, donc je partais avec Hmm. très peu d'argent en poche. Donc je dormais en Inde, je dormais sur les quais des gares, je dormais dans les trains, dans les bus, un peu partout, quoi. Pendant 20 ans, j'ai pratiqué ce genre de voyage. Et au bout de 20 ans, je voulais voyager différemment. Je me disais, c'est chercher un endroit pour dormir, trouver un moyen de transport, tout ça, ça m'allait plus, quoi. Et un jour, j'étais aux îles Maldives et j'étais sur un petit îlot qui s'appelait Ranali, un tout petit îlot. Et un matin, j'étais avec une copine, un matin, on s'est levé et dans le lagon, il y avait il y avait Antoine, le chanteur, avec son bateau. Et quand j'ai vu ce bateau tout seul posé au Ah, milieu du lagon, je lui ai dit, mais c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Et quand je suis revenu en France après, et ah. là j'ai commencé à étudier tout ça un petit peu, ça a pris naissance dans ma tête. J'ai commencé par faire un premier stage de voile à l'école de Glénan, un deuxième. Après je suis devenu moniteur bénévole de Glénan, et c'est là où j'ai rencontré la maman de Maëva. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Ah là là. Et du coup, vous partagiez la passion du bateau tous les deux? Alors oui, tout à fait, oui, parce que C'est à ça. l'époque j'étais moniteur de voile, donc la maman de Maëva était venue faire un stage. On a beaucoup sympathisé et puis et voilà et puis on s'est mariés, on a acheté notre premier bateau. Est arrivée Maëva et on a dit Maëva est toute petite, ben il faut qu'on parte tant qu'elle est petite donc et Maëva avait un mois et à l'âge de 1 mois on est parti 2 mois en mer déjà avec Maëva. Donc elle avait un mois, elle était dans le Lando et on naviguait avec Ah elle pendant deux ouais. mois. Et puis l'année d'après elle avait 1 an et là on est parti. Mais là, ça nous remonte à quelle année ça? C'était en 1993. Maëva est née en 1993. Au 1er juin, donc 1er juillet, Ouais, on embarquait ok. avec Maëva pendant 2 mois. Voilà, on est parti en Bretagne avec elle. Enfin, à cette époque-là, du coup, dans les débuts des années 90, on entendait déjà beaucoup de... Bon, on n'entend pas forcément beaucoup aujourd'hui, mais on entendait déjà un peu des histoires comme ça de familles qui Et ouais, partaient en oui, mer. il y en avait déjà qui partaient comme ça. Et donc du coup, l'année d'après, elle avait 1 an et Ouais. du coup, on a dit maintenant il faut qu'on parte. Donc on avait les moyens financiers, mais on n'avait pas de maison, on était en location, donc du coup on a rendu l'appartement, on a mis nos meubles dans une grange, on a tout largué, et puis on est parti avec Maëva pendant 14 mois. Et ça a été une expérience extraordinaire, quoi. Mais du coup, Maëva, toi, comment est-ce que tu voyages aujourd'hui? Est-ce que la manière de voyager de tes parents, c'est quelque chose maintenant que tu essaies de pratiquer à chaque fois que tu pars? Bah, disons que oui, j'ai toujours eu l'habitude de voyager un petit peu à l'aventure, entre guillemets, on va dire. Là, je voyage pas en bateau actuellement, mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon monitorat de vol. Et du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours énormément et j'aimerais bien faire ce genre de voyage un jour, si un jour j'ai une famille ou. D'accord, c'est vraiment chouette. Et Mm. du coup, moi, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous organisiez ça, un peu les voyages en famille, en plus avec des enfants assez petits. Déjà, peut-être on peut parler, quand vous avez dit que vous vouliez partir avec Maëva qui était toute petite en mer, c'était quoi les réactions de vos proches Alors, autour de vous? les réactions autour de nous étaient, les gens nous prenaient pour des fous. On nous prenait pour des fous. Partir avec un bébé d'1 an, c'était inconcevable. Pour les gens, ils comprenaient pas. Vous vous rendez compte un petit peu si le bébé il est malade, qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors on a quand même bien préparé le coup parce que on n'est pas parti comme ça avec Maëva.
à l'aventure. On a été voir un médecin, on avait un ami médecin qui nous a conseillé. Il nous a fait une pharmacopée de bord au cas où on a essayé d'évaluer un petit peu tous les problèmes qu'on pouvait avoir avec un enfant à bord, quoi. Bon, et puis le bateau. Le bateau, c'est quand même important. Moi, je voulais avoir un bateau sûr à 100%. Non, je voulais pas partir avec un bateau un peu de manière aléatoire, quoi. Donc le bateau a été révisé à fond. La cabine de Maeva, on avait tout renforcé, on avait doublé avec de la mousse pour pas qu'elle se fasse mal. Enfin, on avait fait un parc, c'était voilà. Et, et puis bon, donc on est parti 1er juillet 1994, direction d'abord l'Espagne, on a traversé le golfe de Gascogne. Et puis la traversée du golfe de Gascogne s'est bien passée. Puis Maëva était aussi à l'aise sur le bateau que quand on était à terre, hein. Pour elle, elle avait 1 an, c'était l'heure du repas, il fallait qu'elle mange, peu importe si le bateau gîte, si la mer est mauvaise, il y fallait son repas, quoi. Donc c'était vraiment extraordinaire, quoi. Alors le fait de partir avec un enfant en bas âge comme ça, c'est un vrai passeport, quoi. C'est un passeport. Parce qu'à chaque fois qu'on arrivait quelque part, les gens s'intéressaient à nous. Donc c'était Et du coup, c'était quoi le contexte, je sais pas, ou peut-être même le déclic qui a fait que vous avez voulu acheter votre bateau et partir en mer en mais famille? parce que déjà on avait lu des livres sur des gens qui étaient partis avec des enfants et on disait que finalement c'est quand même le bateau c'est quand même une bonne école pour les enfants, quoi. Moi je vois Maëva, elle avait 14 mois, on était aux Canaries, on y mettait des bracelets gonflables, on la jetait par-dessus bord. Elle revenait à l'arrière du bateau en nageant comme les petits chiens à remonter et elle a recommencé. Et du coup, alors vous aviez fait donc ce voyage quand Maëva était assez petite. Et ensuite, après, c'était quoi le voyage où Maëva était peut-être un peu plus grande et dont tu te souviens Bah, quand j'avais 9 ans, on est reparti donc cette fois avec mon frère et ma sœur. Et là, pareil, on habitait sur le bateau, on a fait une grosse partie des Petites Antilles. Moi, je faisais l'école par correspondance, donc c'était ma mère en fait qui me faisait l'école. Je suivais les cours par le CNED. Et mon frère et ma sœur, ils étaient plus petits. Mon frère était en CP à ce moment-là et ma sœur était en maternelle, donc en fait, elle avait pas école. Et mon frère, il faisait pas non plus beaucoup l'école. C'était surtout moi. J'étais un petit peu jalouse d'ailleurs, je les voyais souvent, ils étaient en train de se baigner et moi je devais faire mes cours de maths. la punition, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, vous aviez fait quoi là, du coup, quand vous êtes parti et que tu avais 9 ans? Alors papa, vas-y raconte l'itinéraire parce que Lequel? Quand on est avec le catamaran ou la première fois? oui, on avait changé de bateau Oui, parce entre-temps. Non, on avait changé de bateau entre-temps. en fait, la première fois qu'on est parti avec Maëva quand elle avait 1 an, on avait un monocoque de 11,50 m. C'était un bateau en acier. Euh, et bon, ce bateau, on l'a revendu plus tard. On est revenu donc en France. Et puis, on a eu 2 enfants de plus, Josua et Noélia. Et on a décidé un jour de repartir avec les 3 enfants. Et là, on a racheté un vieux catamaran qu'on a acheté en Bretagne Nord. C'est un catamaran qu'on a amené à La Rochelle. J'ai passé 2 hivers à le retaper, à tout vérifier, et on est reparti avec le catamaran. Entre-temps, moi, j'ai eu une mutation sur les Antilles, ce qui fait qu'on a vécu 6 ans aux Antilles avec le bateau, quoi. Tous les week-ends, on était en mer, on descendait au Venezuela, on montait sur la Guadeloupe, on allait partout, c'était fabuleux. Oh là là, mais c'est génial comme quotidien quand t'es enfant. Enfin, tu te rends pas compte, j'imagine, de la chance que t'as sur le moment, mais c'est fou, Ouais. quoi. Bah, c'est vrai que là, quand j'y pense avec du recul, je me dis qu'on a eu vraiment énormément de chance parce que c'est une expérience que peu de gens vivent finalement. Après, quand on est petit, je pense, comme c'est notre maison, finalement, on s'en rend pas forcément compte. Et c'est vrai que par exemple, quand je faisais l'école à distance, à un moment, je me disais, oh, j'aimerais bien habiter dans une maison et puis aller à l'école avec les autres enfants parce que bah, je suis un petit peu toute seule finalement sur le bateau. Mais après, ce qui était trop chouette aussi, c'est que on n'était pas la seule famille dans ce cas-là. Donc, sur les autres bateaux, souvent, il y avait d'autres enfants. Donc, une fois qu'on avait fini nos cours, bah, on se rejoignait en kayak, on allait, c'était vraiment chouette pour ça. Il y avait même un moment où on avait fait l'école avec une autre famille où ma mère faisait un peu l'école à une autre fille sur un bateau et moi, et puis après c'est sa mère, ça alternait, mais Putain, mais c'est génial ça. Oui, donc du coup, toi, même si tu dis que parfois t'aurais aimé quand même peut-être aller à l'école, etc. Bah finalement, c'était ta maison, ton bateau, puisque vous partiez même les week-ends aussi, si j'ai bien compris. oui c'est ça. D'ailleurs mon père il a une anecdote un petit peu rigolote sur ça.
Quand on est rentré de bateau, bon, quand j'étais petite, j'étais à l'école et la maîtresse nous avait dit de dessiner notre maison. Donc il y avait tous les enfants qui avaient dessiné des maisons et moi j'avais dessiné un bateau. Ah. Et elle en avait parlé à mes parents quand ma mère était venue me chercher à l'école en disant j'ai demandé de dessiner une maison, votre fille elle a dessiné un bateau. Est-ce de la provocation? C'est ça. Non, et du coup, ma mère lui a expliqué, non, mais en fait, on vient d'arriver, mais on habitait sur un bateau jusqu'à maintenant, et C'est ça, donc finalement, t'es quand même allée aussi un peu à l'école. T'as fait les deux, en fait, oui, pendant... oui. Du coup, oui, on a alterné un petit peu entre les deux. Donc, au début, on était sur le bateau. Après, quand mon frère et ma sœur sont nés, ma mère, elle voulait, elle préférait être dans une maison, quoi, parce que bon, c'était mieux pour elle. Et quand ma sœur a eu 3-4 ans, on est reparti donc en bateau. Et donc, ces périodes où t'étais sur Terre, on va dire, est-ce que c'était des périodes, du coup, où cette fois-ci, tu regrettais le bateau? Alors, quand j'étais petite, finalement, pas tant que ça, parce qu'on avait le bateau, on allait beaucoup les week-ends, etc. Donc voilà. Mais après, quand j'étais ado, par contre, c'était pas quelque chose qui me manquait forcément, parce que je suis allée au collège et moi, le week-end, je voulais plus passer le week-end finalement avec des Eh amis ouais. ou voilà. Mais par contre, quand j'ai eu 15 ans, notre bateau a coulé dans un cyclone. Oh. C'était un peu une période compliquée. Mais bon, on n'était pas dessus à ce moment-là, heureusement. À ce moment-là, on était en métropole chez mes grands-parents. D'ailleurs, tous les étés, en fait, pendant la période cyclonique, on mettait normalement le bateau au port pour qu'il soit protégé, etc. Et en fait, cet été, il y avait vraiment pas prévu qu'il y ait de cyclone sur la Martinique à ce moment-là. Et donc, on s'était dit bon bah c'est pas la peine qu'on le mette au port, on part que 2 semaines, on Oh revient là et là. puis voilà. Et finalement, il y a eu un cyclone qui s'est détourné et bon voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça me manquait énormément. En plus, j'ai perdu à ce moment-là beaucoup de mes souvenirs d'enfance. Parce qu'en fait, on habitait un peu dans une maison, mais on était quand même plus souvent sur le bateau. Enfin, on était en location dans une maison. Et moi, j'avais tous mes jouets d'enfance, du coup, qui étaient sur ce bateau. Enfin, on avait toutes nos affaires, quoi. Donc, oui, ça fait un petit peu mal au cœur. Mais finalement, c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que bah, la voile, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait vraiment. Et donc, je me suis inscrite dans un club de voile. J'ai commencé à faire de la voile en compétition. Ah oui, carrément. Et après, j'ai passé mon diplôme de monitrice de voile aussi. Ah ouais, c'est génial. Et puis c'est marrant parce que j'allais justement aussi te poser la question. Finalement, t'as pas forcément une maison d'enfance, mais plus enfin des souvenirs mais de ta maison d'enfance, mais sur un bateau, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment C'est vrai génial. que finalement, Ouais. on n'a pas eu vraiment de maison. C'est plus le bateau qu'on a gardé vraiment très longtemps. Après, j'ai un petit peu la maison de mes grands-parents, du coup, à côté de Lyon. Mais du coup, c'est aussi pour ça que c'est un petit peu dur pour moi de dire d'où je viens en général parce que bah, j'ai pas vraiment d'attache quelque part comme avec le bateau. Finalement, on voyageait tout le temps. Ouais, ça, c'est ce que tu me disais aussi dans les mémos, c'est ce que j'ai Mm. noté avec la. Finalement, tu questionnes un peu ton identité Ouais, c'est et ça. comme bah, plusieurs de mes invités, tu te considères plutôt comme une citoyenne du monde. Oui, c'est un terme que j'aime beaucoup et je me reconnais quand même vachement dedans. Et c'est toujours difficile en fait, ouais, quand les gens me posent la question, tu viens d'où? Du coup, je suis là, bon, bah, je suis française, mais sinon, à part ça, je peux pas trop vous dire exactement. J'ai habité tant d'années là, j'ai habité un peu sur un bateau, voilà, je suis née à Saintes, en Charente-Maritime. Et d'ailleurs, souvent, les gens, quand ils voient ma ville de naissance sur mes papiers, voilà, ils me font, oh, t'es née à Saintes, c'est joli, etc. Je suis là, peut-être, je sais pas, j'y suis jamais allée. Enfin, j'y ai vécu 2 semaines, mais sinon, Mais en plus, ce qu'il y a, c'est mm. que t'es toujours pas en France actuellement. Alors là, j'y suis en ce moment, mais c'est provisoire parce que j'attends de pouvoir retourner aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mais là, avec le Covid, bon, c'est un petit peu compliqué parce que donc mon compagnon est aux États-Unis. Donc voilà, et puis à partir du mois de janvier, on est censé être en Suisse. Ce sera un petit peu moins loin de la France quand même. Entre-temps, j'ai pas mal bougé aussi. L'année dernière, j'étais en Écosse. J'ai aussi fait fille au père au Canada. Bon, moi, c'était à Vancouver, pas à Montréal, mais j'ai vraiment adoré le Canada. D'accord, ouais, donc tu as pris la bougeotte de tes parents. Et finalement, Ouais, c'est la ça. France, t'y vas quoi pour des vacances seulement? Après, j'y ai quand même vécu un bon moment pour mes études. Ok, donc Donc après j'ai fait mes 18 ans, études vers Aix-en-Provence et Marseille. quand tu étais majeure, du coup, pour les études. Oui, c'est Ouais, ça. d'accord. Ok, Ouais. les études.
Tu parlais aussi un petit peu d'écologie, de ce que ça avait aussi éveillé en toi. Et j'aimerais aussi qu'on reparle un petit peu des liens que ça crée également d'être en mer avec ses frères et sœurs, ses parents, tout le temps sur un bateau. Toi, tu penses que c'est Ouais. vraiment quelque chose qui vous unit, ce passé avec tous ces voyages en bateau et cette vie sur le bateau? Honnêtement, c'est pas forcément quelque chose à laquelle j'avais réfléchi, mais je pense que oui, ça a dû jouer. Parce que c'est vrai que je suis très proche avec mon frère et ma sœur. Même si aujourd'hui on se voit pas forcément beaucoup, parce que par exemple, ça rejoint aussi l'écologie. Mon frère travaille dans des ONG en Afrique. Donc on le voit quoi, 1 ou 2 fois par an. Mais ma sœur, je la vois un petit peu plus souvent quand même. Mais on est vraiment très proches, on s'appelle toutes les semaines. C'est vraiment... Oui, je pense que ça a dû jouer aussi parce qu'on était quand même beaucoup ensemble et puis on partageait vraiment... on a partagé tellement d'expériences super chouettes, quoi, que du coup, je pense effectivement ça a dû jouer. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce niveau-là, du fait d'être tout le temps avec tes enfants, ta femme, H24? Pour moi, ça n'a posé aucun problème. Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où, bon, on a envie un petit peu de s'isoler. Mais bon, à la limite, il faut pas croire que sur un bateau, on est fermé, c'est pas vrai. Parce que quand on a envie de s'isoler, eh bien, on plonge, on va nager, on s'en va, et puis voilà, hein, on prend les palmes, les masques, le tuba, et voilà. Donc ça a jamais été une question pour toi finalement. Non, non, pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, souvent, je vais dire plus avec là ces 2 dernières années, avec les confinements, etc. On avait beaucoup de parents qui disaient: oh là là, je vais devoir être avec mes enfants toute la journée, mais comment je vais faire? Et c'est vrai que moi j'ai tout l'inverse de ce témoignage-là finalement dans le podcast, des parents qui ont envie d'être avec leurs enfants et qui aiment partager tous ces moments ensemble finalement. Ben oui, ouais. Mais moi, j'ai beaucoup aimé partager avec mes enfants, hein. Mais la première fois qu'on est parti avec Maëva, d'abord, c'était une expérience extraordinaire, puisque on a vu grandir notre enfant, on l'a vu évoluer quand on a quitté La Rochelle, hein, au 1er juillet 94, elle parlait pas. Et puis, au bout de 14 mois, elle commençait déjà à prononcer des phrases. Puis quand on l'a vu physiquement, comme elle a évolué, en 14 mois, elle a jamais eu un ennui de santé, quoi. Alors que quand on téléphonait, souvent, on téléphonait en France depuis une cabine téléphonique, et on avait les gens qui nous parlaient de leurs enfants qui avaient la rhinopharyngite, etc. Mais elle a jamais eu aucun souci pendant 14 mois. Quoi, c'est l'air marin? Peut-être, ouais. Puis bon, faut dire qu'elle est, bon, déjà, elle était pratiquement tout le temps toute nue sur le bateau quand on naviguait. Mais bon, pour elle, c'était la vie, quoi, la vraie vie, quoi. Moi, je pense que c'est la vraie vie pour un enfant. Hein. Et en plus, elle découvrait le monde, elle découvrait les gens, elle découvrait aussi les animaux. Elle voyait des animaux qu'elle ne connaissait pas. Elle voyait des gens d'autres couleurs. Aux Antilles, quand elle voyait des noirs, des enfants noirs, pour elle, la couleur n'existait pas, quoi. Voilà, c'était naturel pour elle. Pour moi, je sais pas ce que pense Maëva, mais moi je pense que pour elle, ça a été une grande expérience, quoi. Pour nous aussi, parce que pour nous en tant que parents, de partir avec un enfant comme ça et de le voir grandir en permanence et puis de voir comment il évolue. D'ailleurs, on n'a pas été très bien compris quand on est revenu après. Quand on est rentré en France, Ah oui? les gens ne comprenaient pas qu'on soit parti. Notre expérience n'intéressait personne au départ. Moi, dans mon boulot, quand je suis arrivé, j'ai repris mon travail. Mes collègues, soit peut-être un peu par jalousie ou pas, mais personne ne me posait des questions, quoi. Les gens s'intéressaient pas à ce qu'on avait fait parce que ça les dépassait complètement, quoi. Ça va peut-être aussi de l'époque, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus enclin à vouloir entendre ce genre d'histoire, j'ai l'impression. Moi, je pense aussi, ouais. Ouais. Aujourd'hui, je pense t'as plus de personnes qui vont te questionner. Mais quand on est parti en 94, bon, il y avait quand même moins de monde sur la mer qu'aujourd'hui. Maintenant, quand je vois les Oui. mouillages où il y a des bateaux partout, on a passé 3 semaines avec Maëva sur des îles désertes où il y avait personne, quoi. On était tous les trois. Maëva, sa maman et moi. On était Ah là là. dans des lagons tout seuls. C'était extraordinaire, quoi. Il faut pas croire que tout n'a pas été rose tous les jours. Bien sûr. Parce que bon, il y a forcément des moments, quand on navigue, des moments difficiles, quoi. À un moment donné, on a quand même été pris en chasse par des pirates en mer des Caraïbes. Oh On a là échappé de là, c'est pas justesse, donc vrai. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu cette expérience? on était parti au nord des Antilles, on a descendu l'archipel des Antilles, et on s'est retrouvé à l'île de Nevis.
de l'île de Saint-Kitts-Nevis. Et puis on voulait aller en Guadeloupe. On a dit, bon, ce qu'on va faire, on va naviguer de nuit. On part de nuit de Saint-Kitts, on va éviter Montserrat et on va aller directement sur la Guadeloupe. Et vers 2h, 2h30 du matin, alors d'abord il faut quand même expliquer que il y avait que Maëva, sa maman et moi. Et la nuit, moi j'étais tout seul sur le bateau sur le pont. Hein. La maman était à l'intérieur avec Maëva. Et moi je faisais le quart toute la nuit tout seul sur le bateau. Et donc le bateau était sous pilote automatique. Je somnolais un petit peu. J'avais mis le radar en veille. Et puis mon épouse me réveille vers 2h30 du matin. Elle me dit, t'as pas entendu, le radar a sonné. Alors je lui dis, le radar a sonné. Donc je descends dans le carré, je regarde l'image radar. Et puis je vois un point qui quitte la côte. Un point lumineux sur le radar, l'image, qui vient vers nous à toute vitesse, quoi. Alors au début, je lui dis, bon, c'est un bateau de pêche, quoi. Et puis non. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait, qu'on descendait, le bateau était derrière nous et il se rapprochait, quoi. Il était à peu près à 3000 nautiques, quoi. 3000 nautiques, ça fait à peu près moins de 6 kilomètres, quoi. Et je voyais ce point lumineux qui avançait vers nous, je comprenais pas trop. Et je regardais à l'extérieur et ce bateau naviguait sans feu. En principe, quand on navigue de nuit avec un voilier ou un bateau à moteur, on navigue avec des feux de navigation. Et ce bateau naviguait sans feu. J'ai trouvé ça bizarre. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai éteint les lumières de mon bateau. Puis après, je suis revenu, je me dis, mais si jamais c'était les douanes qui venaient nous contrôler ou la police, du coup, j'ai rallumé les lumières que j'aurais jamais dû le faire. Et le bateau qui continuait à avancer vers nous. Et puis à ce moment-là, donc à mon épouse, je lui dis, Martine, il y a un bateau qui nous suit. Et là, effectivement, le bateau, on voyait bien que le bateau se rapprochait vers nous, quoi. Alors là, je vais raconter un épisode qui va faire un peu Far West, mais eh bien, on avait un fusil de chasse à bord du bateau qu'un copain m'avait prêté avant de partir en me disant, oui, si tu pars, il te faut un fusil, machin. Bon, moi, je suis pas du tout partisan de ce genre de truc. Et finalement, j'ai quand même sorti le fusil de chasse du bateau, et puis je l'avais à la main. Et puis quand j'ai vu que le bateau se rapprochait, j'ai dit, il faut que je fasse autre chose, quoi. Et là, du coup, j'ai dit, non, c'est pas les douanes, c'est pas la police, ça c'est un bateau qui vient vers nous. Donc du coup, j'ai éteint toutes les lumières du bateau. J'ai affalé les voiles, parce que les voiles sur l'eau la nuit, pour peu qu'il y ait un éclair lumineux, ça se voit. J'ai affalé les voiles, et j'ai mis le moteur en marche, et j'ai piqué plein ouest, hein, en toute vitesse, le moteur à fond, j'étais à 5-6 nœuds, et puis et j'ai piqué vers l'ouest. Et là, dès l'instant où on a éteint les feux, le bateau s'est arrêté, et le bateau il cherchait, il tournait. Et là j'ai compris que là c'était un bateau qui ne voulait pas forcément du bien, quoi. Et on est resté comme ça pendant 5 heures à naviguer vers le large, très loin, et après on a repiqué sur la Guadeloupe. Donc ça a été un petit moment de stress assez fort, quoi. Ah, c'est clair. Et toi, Maëva, du coup, est-ce que tu veux compléter un petit peu ce que Denis a dit sur votre quotidien tout le temps ensemble? Toi, qu'est-ce que c'est les souvenirs que tu as de ces périodes sur le bateau? Bah, c'est vrai que je jouais pas mal avec mon frère et ma sœur. On faisait beaucoup de jeux dans l'eau. Et je pense que ça développait aussi beaucoup l'imagination parce que finalement, on était tout le temps en train de faire des jeux, genre on est des sirènes, des choses comme ça. Et c'est beaucoup de souvenirs comme ça, faire des courses en kayak, voilà ce genre de choses. Et sinon, après c'était peut-être un peu plus, mon frère et ma sœur en fait ils ont 1 an d'écart. Du coup, eux ils avaient un peu plus des jeux en commun, on va dire. Moi j'étais un petit peu plus grande aussi. Donc après, j'avais aussi des copines sur d'autres bateaux. Mais sinon, c'était même... je faisais aussi pas mal de choses toute seule, surtout avec le kayak. Je partais, j'allais... D'ailleurs, j'avais 9-10 ans et je partais avec le kayak. Et puis mes parents, ils s'inquiétaient pas de savoir ce que j'allais faire, etc. Parce que... Toi, ce que t'en gardes, c'est vraiment le fait que tu te sentais Oui, libre, c'est ça, quoi. je me sentais vraiment libre. Et finalement, j'ai été assez indépendante. Même mon père, il dit quand j'étais toute petite, je me débrouillais très bien toute seule sur le bateau. Et là, c'était vraiment, j'allais nager. Des fois, je nageais du bateau jusqu'à la plage. C'était quand même assez loin. Et puis, j'étais quand même assez petite, mais bon, j'y arrive. Enfin, il n'y avait pas de problème, quoi. Je plongeais pas mal aussi. Le bateau, on était environ à 6 mètres de profondeur en général. Puis, j'allais tout le temps chercher des choses au fond, chercher des coquillages ou... Et pour revenir d'ailleurs à la question de l'écologie aussi, il y avait des moments aussi où je récupérais par exemple des sacs plastiques qui étaient au fond de l'eau, ce genre de choses, parce qu'en fait on a été pas mal sensibilisés à ça par nos parents parce que finalement la mer c'était notre maison
on a été on nous a toujours dit qu'il fallait faire voilà, très attention à pas jeter des choses dans l'eau, voilà, ce genre de choses, que par exemple, voilà, les tortues, elles pouvaient les manger. Et quand on était en Martinique, il y avait d'ailleurs des tortues, il y en avait 2, je crois, qui étaient dans l'anse où on avait le bateau en général. Et du coup, c'est là, je faisais vraiment super attention aussi à ça, parce que je savais qu'il y avait les tortues et voilà, qu'il fallait faire attention. Et puis au niveau de l'eau aussi, on a toujours après c'était un peu pour des questions techniques aussi, mais on nous a toujours dit qu'il fallait vraiment économiser l'eau, que c'était une ressource qu'on n'avait pas beaucoup quoi, de l'eau douce. Donc voilà, il y avait pas mal de choses comme ça et je pense que ça a aussi beaucoup joué pour mon frère qui a fait des études dans l'écologie et qui maintenant est vachement investi là-dedans. Comme je te disais, il travaille dans des ONG pour la protection de l'environnement, pour les espèces menacées, etc. Du coup, alors, vous étiez un petit peu des pionniers dans l'écologie avec ta femme, finalement? Tout à fait, on les a sensibilités tout petits comme ça, donc déjà, nous en tant qu'adultes, on était déjà très sensibles à ça, et on voulait que nos enfants ils suivent notre chemin, quoi. Et puis bon, ça nous a pas posé problème. On était en bateau, C'est génial, parce que c'est vrai que à cette époque-là, on en parlait moins. mais On parlait moins de tout ça il y a 20 ouais. ans. Mais voilà, donc on avait des réserves d'eau, comme disait Maëva, limitées, donc on les a sensibilisés à économiser l'eau, etc. Tout ça, quoi. C'est la vie sur un bateau, en fait, c'est la vie tout simplement. C'est la vie, quoi. Parce qu'à terre, en fait, on a l'eau quand on veut, quand on ouvre un robinet. Sur un bateau, il n'y a pas ça, quoi. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on faisait? Les douches, on les prenait pas à l'eau douce, on prenait les douches à l'eau de mer, et l'eau douce nous servait pour le dernier rinçage, quoi. Oh. Voilà, c'est tout un tas de trucs comme ça. Ouais, je me rappelle que ma mère, elle chauffait des casseroles d'eau douce, pour parce qu'en plus on n'avait pas d'eau chaude sur le bateau. Bon, on était aux Antilles, mais des fois quand même le soir il faisait froid, surtout quand on avait beaucoup nagé ou des choses comme ça. Et elle chauffait une casserole d'eau douce et c'était en fait avec ça qu'on finissait de se laver et après s'être un peu lavé avec le seau d'eau de mer, quoi. Ah là là, ouais. Et du coup, est-ce que ça, peut-être chacun votre tour, ça vous dirait de nous raconter des souvenirs que vous avez, qui vous ont marqué là, de ces aventures en mer? Alors moi, de ces aventures en mer, j'ai gardé le goût de la navigation. Je n'ai qu'une hâte, c'est un jour de repartir, quoi. Maintenant, je suis à la retraite et j'ai tout mon temps, et je pense qu'un de ces quatre, je vais remettre les voiles, quoi. Je pense que quand on a commencé à vivre comme ça, on a un peu de mal à s'habituer à une vie de terrien et à avoir une petite routine, quoi. Moi, la télévision, je regarde pas parce que ça m'intéresse pas. Voilà, je suis pas du genre à rester planté dans mon canapé. Ouais. Je vois que mes enfants, pareil. Moi, je vois Maëva, elle bouge beaucoup. Son frère Josua, il passe son temps dans les pays africains, dans les ONG. La dernière, Noélia, elle, c'est une musicienne. Voilà, donc. Je pense qu'on a des enfants qui sont un peu, ils aiment beaucoup bouger. Voilà. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'as envie de nous raconter comme beau souvenir, toi? J'ai pas forcément un souvenir précis qui me vient en tête. En fait, c'est tout lié vraiment au moment où on était dans l'eau, où on plongeait, ce genre de choses, les tortues, les poissons, ou quand on naviguait, les dauphins. On voyait tout le temps beaucoup de mammifères marins et Il n'y a pas de routine finalement, parce que c'est vrai que si vous étiez resté, bah, on va dire en France, vous auriez été dans cette routine, métro boulot dodo quoi. Et c'est vrai qu'en famille, enfin, c'est avec les enfants, c'est stressant, etc. Les horaires de tout le monde, les activités, des sports, et finalement vous êtes un peu détaché de ça quoi, pour pouvoir vivre librement comme vous le vouliez surtout, et puis voilà, à votre rythme quoi. ouais, c'est exactement ça. C'est vrai qu'en fait, les enfants, ils ont acquis une certaine liberté. En fait, on avait beaucoup de confiance en eux. Donc, on savait que c'était pas des délinquants. On savait que quand ils allaient à terre, ils allaient pas faire les fous, quoi. Donc, voilà, on les laissait libres. Puis bon, ça n'a jamais posé de problème, quoi. Jamais. C'est ça, vous étiez aussi des précurseurs de l'éducation positive et bienveillante dont on commence un peu à parler en France, quoi. Tout à fait. De notre premier voyage en bateau, j'ai écrit un livre que je vais faire éditer Ah, prochainement. Et j'en écris actuellement un oh là deuxième là, aussi, génial. avec les 3 enfants. Oh là là, mais c'est super cool. J'ai pris du temps pour écrire ce livre parce que bon, c'est quand même le premier voyage en bateau, c'était en 1994. Et puis là, maintenant que je suis retraité depuis 2 ans, mais du coup, j'ai tout mon temps.
Donc voilà, donc je passe mon temps à écrire. Dans mon premier ouvrage, il sera fini bientôt. Il me reste quelques photos à ajouter. Et puis je vais trouver un éditeur prochainement. Et puis j'ai commencé le deuxième où je raconte l'histoire du bateau, l'histoire, l'évolution des enfants, tout ça. Faut dire aussi que quand j'étais petite, quand on a fait ce voyage en bateau, t'écrivais des carnets de bord et t'écrivais tous les jours ce qui se passait dans des carnets. Ouais. Et du coup, il a retrouvé ces carnets-là et c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'écrire ce livre. Ah, c'est super chouette. Du coup, Maëva, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, tous ces voyages? Même si on sait, bah, voilà, ça t'a donné la bougie, et cetera. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre, peut-être un peu plus, je sais pas moi, sur, l'ouverture au monde, un Mais je petit peu pense tout que ce que comme ça on t'a a apporté? rencontré vraiment beaucoup de gens de plein d'horizons différents, etc., enfin, on n'a jamais eu peur de l'autre, on va dire, entre guillemets. Et du coup, je pense que ça nous a pas mal, oui, ouvert l'esprit. On a été vers plein de personnes différentes. Par exemple, à un moment aussi, une de mes meilleures amies, d'ailleurs, j'ai vraiment des souvenirs incroyables avec cette amie-là. Je l'avais rencontrée sur un autre bateau. Elle était brésilienne et en fait, on parlait pas du tout la même langue. Et pour moi, c'est vraiment une des meilleures amies que j'ai eues. On était tout le temps ensemble. Et là, en y repensant, je me dis, mais comment on faisait pour communiquer vraiment? Et je me revois encore à des moments dessiner des petits trucs sur un papier pour lui montrer, genre manger sur mon bateau. Et puis voilà, c'était un peu, c'était marrant. Et j'ai retrouvé d'ailleurs un mot dans mon journal intime. Elle s'appelait Hélène, avec écrit Hélène et Maëva, amies pour la vie, quelque chose comme ça. Et elle avait écrit pareil dans sa langue. Et du coup, ça m'a bien fait rire. Et j'ai toujours ce carnet. Oh, c'est génial à revoir ça. Ouais. Et bon, Denis, du coup, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses sur tout ce qui te plaît dans ces voyages? C'est vrai que notre premier voyage a été plus marqué. Pourquoi? D'abord parce que il y a eu 14 mois non-stop. On est parti de La Rochelle le 1er juillet 94, on est rentré le 31 août 95. Donc, il y a eu énormément d'événements qui se sont passés. On a rencontré énormément de gens. On a visité énormément d'endroits. Donc, ça a été 14 mois bien remplis, quoi. Moi j'ai un souvenir inoubliable, c'est aux Canaries. Parce que la maman de Maëva est pianiste. Et on avait un clavier électrique à bord. Moi, je suis un petit peu guitariste. On s'est retrouvés sur des pontons aux Canaries avec d'autres bateaux à faire des soirées musique toute la nuit. Toute la nuit. Oh là Ma là, femme commençait à génial. jouer du piano dans le cockpit. Oh là là. Les voisins d'à côté venaient, allez, moi j'ai une guitare, j'arrive, et tout le monde venait avec des instruments, des bouteilles de vin, de la bière, une pizza, et ça a duré toute la nuit à chanter et à jouer des instruments, quoi. Et ça, c'est des moments inoubliables. Inoubliables. C'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs de ça aussi, avec les soirées où il y avait tout le temps des gens qui chantaient, qui jouaient de la guitare sur le bateau. C'est comme ça que du coup ta sœur a eu cette Oui. passion de la musique alors? Ben, c'est vrai, oui. Ah là là, ouais, tu m'étonnes. On a tous envie de se passionner pour un instrument, j'imagine, Ouais. avec un cadre pareil. Bon, aujourd'hui, elle fait de la harpe, donc de la harpe sur un bateau, ça aurait été plus Ah ouais, compliqué. oh Mais la vache, faut un sacré bateau. ouais, c'est ça. J'ai un souvenir, c'était sur l'île de la Cayeradura, c'est au large du Venezuela. C'est un petit îlot en forme de fer à cheval. Et on était le seul voilier au mouillage dans cette petite anse, la vélo turquoise. Et ma femme qui jouait du piano le soir, et moi jouais de la guitare. Hein. Personne autour. On était les rois, quoi. On était les rois. Et bah, du coup, on arrive un peu à la fin de cet échange. Si vous avez rien d'autre à ajouter, bah, peut-être qu'on peut parler un petit peu de vos projets là pour la suite. Dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir repartir aux États-Unis, ce qui est un petit peu compliqué actuellement avec le Covid, mais j'ai vu que potentiellement ils envisagent de réouvrir les frontières. On verra bien. Oui, pour Oh, les c'est ça, vacciner. c'est ça. Bon, je croise les doigts. On croise les doigts, ouais. Mais sinon, à partir de janvier, donc avec mon copain, on va emménager en Suisse, donc côté Suisse allemande. Donc je Ah commence à me ouais. mettre doucement à l'allemand. Et donc voilà, toujours un peu à l'international, même si la Suisse est quand même moins loin. Et Denis, du coup, alors, c'est quand le prochain départ en bateau là? Je dois refaire une transat au mois de novembre. Oh là là, super, bah, c'est dans pas si longtemps que ça finalement. Ouais, j'ai des amis aux Canaries qui ont un catamaran. Et donc, au départ des Canaries, il y a une course de multicoques qui part de Gran Canaria et qui va jusqu'aux Antilles.
comme moi j'ai eu l'occasion donc de faire déjà 2 transats, quoi. Donc ils m'ont proposé d'aller avec eux parce qu'eux ils l'ont jamais fait. Et à terme, je pense éventuellement, quand mes moyens me le permettront, un peu de racheter un bateau et repartir, quoi. Parce que je me vois pas passer ma retraite à terre comme ça, quoi. Pas possible. Voilà. Bah ouais, c'est clair. Mais du coup, comment ça se passe? Parce que voilà, vous avez été toute ton enfance pendant, je sais pas, on va dire 18 ans, tous ensemble, les frères et sœurs, les parents. Comment est-ce que vous gérez maintenant la distance et puis les uns à droite, à gauche? Oui, ben, moi je trouve que effectivement c'est un peu dur pour les parents de voir les enfants un peu loin, mais je me dis c'est leur vie, quoi. Moi j'accepte tout à fait, quoi. J'accepte tout à fait. Pour moi c'est un plaisir immense de les voir heureux dans leur vie, de les voir évoluer comme ils évoluent. Pour moi c'est extraordinaire, quoi. Et je vois notre fils Josua, lui il est à Djibouti actuellement. Lui il passe son temps dans les pays africains, on le voit pas très souvent, mais bon, peu importe. Moi je trouve que c'est leur vie et je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Bon, en tout cas, c'est chouette que tu le vois comme ça. Et puis, en même temps, c'est vrai, toi qui as été libre toute ta vie, je trouve ça, forcément, c'est normal aussi que tu aies envie que tes enfants se sentent libres aussi, quoi, même Absolument. si parfois ça t'a fait un petit pincement au cœur de Bien plus sûr. les voir autant qu'avant, Ouais. quoi. Oui, mais c'est vrai, ça fait. Mais bon, moi j'accepte quand même, quoi. Moi, du moment que c'est leur vie, pour moi le principal c'est qu'ils soient heureux dans leur quotidien et qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Peu importe si pour moi, des fois ça me fait un peu mal au cœur de les voir loin, mais ce que je veux c'est qu'ils fassent ce qu'ils ont envie. Et ça c'est important. Et ce que je leur souhaite, c'est d'avoir un petit peu la même vie que moi, quoi. Voilà. J'espère qu'ils arriveront à faire comme moi, quoi. Parce que moi je garde un souvenir de ma vie, moi, elle est bien remplie, quoi. D'ailleurs, dans mon administration, Bah ouais. j'ai souvent passé un petit peu pour un aventurier, alors que je suis pas du tout aventurier, puisque qui dit aventurier dit quelqu'un qui prend des risques. Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit avec mes enfants ou tout seul, ça a toujours été très calculé. Voilà, donc je suis pas un aventurier, je suis pas un kamikaze, quoi. Hein. Quand on est parti avec Maëva, j'ai fait en sorte que notre bateau soit en bon état. J'ai fait en sorte que financièrement on ait de quoi assurer pour. J'ai fait en sorte que médicalement tout se passe bien. Et toi, Maëva, du coup? Bah, c'est vrai qu'on se voit pas très souvent, mais après on est quand même souvent en contact, on s'appelle beaucoup, on fait même des Skype en famille. Donc voilà, après c'est vrai que j'aimerais bien voir mon frère plus souvent quand même, parce que lui pour le coup on le voit pas beaucoup. Ah oui. Mais je sais qu'il fait vraiment ce qu'il a envie de faire et ça me rend contente pour lui, quoi. Ah, c'est beau votre histoire, je suis toute émue. Et du coup, on va arriver à la dernière question, celle que je demande toujours à mes invités. C'est et ben voilà, de donner des petits mots d'encouragement, voilà, inciter des personnes qui n'osent pas partir en bateau, en famille, comme ça, tout quitter, tout plaquer. Voilà, leur dire que c'est possible et voilà, je vous laisse chacun votre tour, voilà, les encourager à se lancer dans la chose dont ils rêvent, quoi. Souvent on m'a dit pour partir en bateau il faut de l'argent. Alors là je réponds oui et non. Moi, quand on est parti en 1994 avec Maëva, on avait un bateau. On avait un petit voilier, on avait acheté le voilier d'occasion, c'était un voilier en acier. Et souvent, des gens m'ont dit, ah, mais t'as de l'argent pour acheter un bateau et partir. Et moi, j'ai répondu, mais non. J'ai fait, vous avez une maison qui vaut je sais plus combien, elle vaut 4 fois le prix de mon bateau. Moi, j'ai pas de maison, j'ai rien. Mon seul bien, c'est mon bateau. Et quand on est sur le bateau, ben, on n'a pas de problème d'électricité, on n'a pas d'électricité à payer, on n'a pas de gaz à payer. Bon, il y a quelques trucs, mais on n'a pas de loyer à payer. Il y a tout un tas de frais qu'on a à terre que nous n'avons pas sur un bateau, quoi. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Et on a eu en plus l'opportunité, mais ça n'a pas été calculé, mais à l'époque, Maëva, quand on est parti la première fois, elle avait 1 an. Moi, j'étais en congé parental. J'ai pris un congé parental donc de 14 mois. Et mon épouse était en disponibilité. Et on n'avait plus de salaire. Les allocations familiales ont décidé pour les gens qui prenaient un congé parental pour élever un enfant de moins de 3 ans, on avait droit à une allocation de 1300 francs par mois. Il y avait cette allocation, et pendant 1 an, on vivait. Donc voilà, et quand on est rentré, on a revendu le bateau, et on a revendu pratiquement le bateau le même prix qu'on avait acheté, et je dis aux gens, mais c'est une année sabbatique qui nous a pratiquement rien coûté, quoi. Les gens avaient du mal à comprendre. Donc l'argent n'est pas un frein. Bon, l'argent n'est pas un frein, absolument. L'argent n'est pas un frein. Bien sûr, si on veut avoir un bateau de luxe super équipé avec toute l'électronique, ça coûte de l'argent. Mais on peut vivre simplement sur un bateau et de manière tout à fait sécuritaire, sans problème, quoi. Là, on le prouve parce qu'on l'a fait.
Et toi, Maëva, qu'est-ce que tu veux dire à des parents qui n'oseraient pas justement faire ça, entre guillemets, à leurs enfants? Bah, c'est des choses que je dis d'ailleurs souvent à mes amis qui ont des enfants, qui me disent: «Ah, je vais plus pou» enfin, qui ont peur de pas pouvoir voyager et Et cetera. ouais, 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 on entend souvent ça. Voilà, c'est ça et je leur dis que, bah, finalement, c'est possible parce qu'après quand je raconte mon histoire, souvent ils me disent: «Mais tes parents, ils sont un petit peu fous, non?» mais non, finalement, comme dit mon père, c'était toujours, bah, ils ont toujours fait attention, quoi, que ce soit au C'est niveau ça. médical et cetera et hem et du coup, non, je pense qu'il faut juste, pas avoir peur, on va dire. Faire confiance aux enfants. Oui, c'est ça et puis, je pense que les enfants, ils s'habituent tout le temps et au final, c'est quelque chose qui va leur servir pour toute leur vie finalement et c'est vraiment la meilleure expérience qu'on peut leur donner, je pense. C'est ça, maintenant toi tu t'adaptes partout, quoi. C'est Puisque ça. tu voyages, t'es allé habiter à plusieurs endroits de la planète. Finalement, tu t'habitues très bien. C'est ça, je me sens un peu chez moi partout. Moi, je dis une chose quand même, parce qu'il faut dire aux gens que de ne pas avoir peur de cela. Il faut se lancer dans la vie, quoi. Souvent, on m'a dit, oui, mais il faut être fou. Voilà, les gens me disaient souvent, moi, je pourrais pas faire ce que tu fais. J'ai fait, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas. Parce qu'on peut toujours, voilà. Il suffit de bien, voilà, voir son projet, l'étudier son projet, et puis tout est possible, quoi. Il faut simplement avoir de la volonté pour le faire. Exact, je suis complètement d'accord. Voilà. Eh ben, merci Merci à beaucoup toi. à vous deux. Merci Maëva d'avoir Ouais, merci proposé beaucoup Adèle. votre histoire. C'était très intéressant du coup d'avoir un témoignage où l'enfant est devenu adulte. Eh ben, je vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas. Merci beaucoup. Oui, bah, toi aussi. À bientôt. À bientôt. Salut. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.